Rester cet après-midi pour cette table ronde qui va aborder un peu le sujet défense. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que depuis 48 heures, je pense que comme moi, vous avez suivi tout un tas de conférences sur le thème comment maîtriser nos dépendances numériques, et nous avons entendu parler de développement, d'innovation, d'économie, de confiance, de régulation, d'accélération, de risque, d'incertitude, et j'en passe bien évidemment. Et à partir du moment où on utilise ces différents noms propres ou qualificatifs, nous ne pouvons pas ne pas parler défense. Et ça pour au minimum 2 raisons supplémentaires. C'est parce qu'il y a 2 révolutions à prendre en compte certainement. D'une part, parce que dans le domaine de la défense, et même quand on parle du numérique, historiquement, l'expression de besoin venait des militaires vers l'industrie, vers les service providers également. Et c'est cette expression de besoin qui pouvait être le driver de l'innovation. La révolution, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation, elle est civile, et c'est elle qui guide éventuellement ou qui anticipe l'expression de besoin. La deuxième chose, c'est que dans le domaine de la défense, dans ce qu'on appelle le procurement en anglais, dans le domaine capacitaire, que l'on dit également, nous avions l'habitude des cycles longs de développement et d'acquisition, puisqu'on se projette sur 30, 40, voire 50 ans. C'est ce qu'on appelle tous les programmes majeurs, comme vous pouvez les imaginer, les avions, les blindés, les bâtiments. Et aujourd'hui, il faut savoir composer en parallèle de ça, parce que ça n'a pas bougé. On rajoute à ça la nécessité de composer avec une forme d'agilité qui est indispensable, une innovation permanente et, si j'ose dire, malheureusement, un retour d'expérience quasi quotidien des théâtres d'opération et des champs de bataille. Pour cela, nous allons bénéficier de l'expertise d'un panel d'acteurs du domaine qui représentent des points de vue tant français que de l'OTAN et de la base industrielle et technologique de défense. Ça nous permettra d'aborder des sujets de stratégie, de mise en service, d'expression de besoins, d'emploi. Mais avant de rentrer plus en détail sur le fonctionnement de la table ronde, je vais passer dans un instant la parole au général Emmanuel Negelen, qui est le commandant de la cyberdéfense de l'état-major des armées. Je me rends compte à cette occasion que j'ai oublié de dire 2-3 petites choses. La première, c'est que je m'appelle Henri Schrick, j'ai servi 38 ans dans la Marine nationale et qu'actuellement, je sers, c'est l'occasion de le dire, à l'Institut des hautes études de défense nationale, où j'ai la responsabilité de la formation dans le domaine de la souveraineté numérique et de la cybersécurité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les interventions se feront en fonction des panélistes en français et ou en anglais, et qu'il y a donc de la traduction simultanée disponible. Et c'est pour ça que je m'en veux d'avoir parlé beaucoup trop vite au début. Et donc je laisse pour l'instant la parole à Emmanuel Negelen, enfin au général Negelen. Et après ces mots d'ouverture, j'appellerai les différents panélistes et nous attaquerons la suite du sujet. Mon général, cher Emmanuel, la parole est à toi. Merci, Amiral, cher Henri. Bonjour. Chez les militaires, quelle que soit, je pense, leur nationalité, il existe souvent un raccourci, une sorte de biais d'optimisme qui est assez commun concernant la technologie. La technologie est souvent vue, chez nous, comme un gage assez définitif d'efficacité. Et l'efficacité, c'est une chose importante quand il s'agit de la vie de soldats ou de civils qu'il s'agit de protéger. Or, ce biais tout à fait compréhensible, et je pense partagé par d'autres professions, peut parfois conduire à négliger certains risques, notamment ceux dus aux dépendances vis-à-vis d'États ou d'entreprises qui fournissent ces outils technologiques. Alors, soyons clairs d'entrée, les opérations militaires ne sont jamais menées sans dépendance. Nous dépendons
évidemment de nos fournisseurs d'armes, d'armement, mais aussi d'infrastructures critiques de type transport, énergie ou communication. Mais les dépendances au numérique sont souvent moins bien perçues que d'autres dépendances qui sont peut-être plus matérielles et donc plus évidentes. Et ce, alors même que le numérique revêt un enjeu de plus en plus crucial dans nos opérations militaires. Donc la question de la confiance que nous pouvons avoir dans nos moyens numériques pour nos opérations est donc centrale. Et une partie de cette confiance repose sur la notion de souveraineté numérique, notion dont je vais maintenant détailler les contours. Pour moi, la souveraineté numérique, ça désigne la capacité d'un État à contrôler et à maîtriser ses actifs numériques, donc ses données, ses logiciels, ses infrastructures technologiques, pour conserver son autonomie de décision et en particulier ne pas dépendre d'autres pour les décisions qui engagent le destin de la nation. Donc, dit comme ça, évidemment, vous comprenez tout de suite que la question de souveraineté, elle est évidemment au cœur des enjeux militaires. Et comme je vous le disais précédemment, le numérique aujourd'hui innerve vraiment les armées, que ce soit pour se renseigner, que ce soit aussi pour commander, on ne commande pas sans numérique, ou tout simplement pour faire fonctionner nos armes. Et si demain les armées veulent pouvoir continuer à opérer, selon les directives du chef des armées, du président de la République, sans dépendre de tiers qui pourraient remettre en cause cette autonomie d'appréciation de situation, comme on dit, et notre capacité in fine à nous engager, eh bien nous devons disposer, évidemment, d'actifs numériques souverains. Et c'est d'ailleurs pour cela que les armées disposent d'équipements de chiffrement. Et ces équipements de chiffrement, ils sont absolument souverains pour protéger nos informations qui sont les plus secrètes. C'est aussi pour cela que les armées disposent de capteurs et que ces capteurs sont également souverains pour acquérir du renseignement et comprendre les intentions de nos adversaires. Et puis c'est enfin pour cela que les moyens numériques qui servent la dissuasion nucléaire font évidemment l'objet d'une attention absolument intransigeante pour exclure toute possibilité d'ingérence d'un État étranger. Mais parallèlement à cette exigence de souveraineté, qui est bien connue, comme vous l'avez compris, dans le monde des armées, les 20 dernières années ont montré que l'espace numérique, le cyberespace, est devenu un enjeu central de compétition et, au-delà même, de conflit. Et d'ailleurs, cette centralité, elle se matérialise très régulièrement dans le 20h, quand on parle d'attaques informatiques, quand on parle de fuite de données, d'influence sur les réseaux sociaux ou encore de désinformation. Alors, les exemples sont nombreux. Et l'Ukraine est évidemment le cas le plus illustratif de cette situation. On peut citer les nombreuses attaques informatiques qu'a subies ce pays à l'hiver 2021, en préparation de l'invasion russe de 2022, avec un point d'orgue. Ce point d'orgue a été l'attaque contre cet opérateur de télécommunications par satellite qui s'appelle Viasat. Mais plus près de nous, on peut aussi parler des débordements de cette guerre sur les alliés de l'Ukraine, avec en particulier en décembre 2025 des attaques informatiques coordonnées et multiples qui ont touché la Pologne, et notamment son réseau électrique, son système électrique, et qui a fait que la Pologne est passée très près d'un blackout électrique. Des attaques, quand vous y regardez de près, qui sont quand même d'un niveau d'agressivité totalement inédit jusqu'à ce jour, contre un État membre de l'Union européenne et un allié de l'OTAN. On peut enfin citer les attaques informationnelles de médias, disons-le, à la solde des Russes, ou d'autres aussi, et qui cherchent à réécrire l'histoire ou à tromper nos concitoyens. Et je vous renvoie à ce propos
au rapport très éclairant de l'agence Viginum. Donc le numérique, aujourd'hui, est devenu un champ permanent de friction. Un champ permanent de friction entre puissances. Quelle que soit d'ailleurs la nature ou le degré de cette friction. Que l'on parle de conflits de haute intensité, mais aussi de basse intensité, ou que l'on parle tout simplement de compétition économique. Quelle que soit aussi la cause de cette friction, que cette friction soit le fait d'acteurs étatiques, mais aussi d'entreprises privées, comme Starlink récemment, ou de hackers sympathisants de telle ou telle cause. Que cette friction se matérialise enfin par des attaques informatiques ou des attaques informationnelles, des fausses fuites de données, qui visent à la fin à nuire à notre crédibilité ou à nos forces morales. Pour résumer, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans le cyberespace, nous sommes, que nous le voulions ou non, dans une conflictualité qui est vraiment permanente, dès le temps de paix, dans une conflictualité qui est également variable en intensité, et puis enfin dans une conflictualité qui est multiple dans ses manifestations, et dont certaines ont des impacts sur le monde réel. C'est d'ailleurs prenant acte de cette nouvelle conflictualité que nos autorités politiques en France et nos autorités militaires ont décidé d'adapter notre outil de défense à cette nouvelle singularité du cyberespace. Et la mission du ComCyber, qui va fêter l'année prochaine ses 10 ans, donc tout ça est assez jeune, mais 10 ans quand même, eh bien, elle est le fruit de cette adaptation, notamment à travers ses missions. Première mission, lutter contre les attaques informatiques visant les systèmes d'information du ministère et évidemment des armées en particulier. Deuxième mission, c'est lutter également contre les attaques informationnelles qui visent à discréditer notre action, atteindre le moral de nos forces ou notre bonne compréhension des rapports de force. Et puis, troisième mission, c'est aussi d'exploiter les vulnérabilités offertes par le cyberespace pour nous renseigner sur nos adversaires ou atteindre le moral de leurs forces ou dégrader en tout cas leur capacité ou leur volonté à combattre. C'est donc, vous voyez, dans les armées, une conception à la fois défensive, à l'instar de ce que fait l'ANSSI, mais aussi offensive du cyberespace et de son emploi. Et cette conception, en fait, elle se traduit par des objectifs très clairs, qu'a rappelé d'ailleurs récemment le chef d'état-major des armées, à savoir qu'il nous faut être prêts à un choc, très certainement face à la Russie, d'ici 3 à 4 ans. Et je rajoute, me concernant, que ce choc, il sera évidemment dans le cyberespace. Alors quand on croise cette doctrine militaire des armées françaises avec les enjeux de souveraineté que j'ai évoqués au début, on constate rapidement que, comme disent les mathématiciens, et je pense qu'il y en a plusieurs dans la salle, l'intersection n'est pas nulle. J'ai déjà cité le cas emblématique de la cryptologie. J'y reviens. J'insiste sur ce point, car cette discipline et les applications dont certaines sont cruciales sont vraiment un des fondements aujourd'hui à la fois de notre souveraineté et de notre cyberdéfense. C'est parce qu'en France, nous avons des mathématiciens de bon niveau que nous sommes, par exemple, capables de proposer des algorithmes qui sont standardisés ensuite par le NIST américain, qui est donc l'Institut de standardisation référence. Mais c'est aussi ces mêmes mathématiciens qui sont capables de nous fournir des algorithmes qui permettent de protéger les secrets de notre dissuasion nucléaire. C'est aussi parce que nous avons une industrie de pointe dans ce domaine que nous savons encore fabriquer en France des équipements de chiffrement que nous sommes capables d'intégrer ensuite dans nos avions de combat, dans nos navires ou dans d'autres plateformes. Et à la fin, qui nous permettent d'avoir confiance dans ces armements. Et ce qui est vrai pour la cryptologie, c'est vrai également d'autres domaines de la cyberdéfense ou de la cybersécurité.
Je ne peux que me réjouir d'avoir en France des entreprises qui sont capables, par exemple, de concevoir des sondes qui permettent de détecter des attaques sur des réseaux informatiques ou sur des postes de travail. Je ne peux également que me réjouir d'avoir en France, en tout cas de ne pas dépendre uniquement d'entreprises américaines pour avoir des données techniques sur justement les techniques, les tactiques et les procédures des attaquants les plus perfectionnés. Et c'est ce qu'on appelle évidemment la CTI dans notre jargon. Et puis enfin, je ne peux que me réjouir de bénéficier des logiciels développés encore une fois par des entreprises françaises pour détecter par exemple des fausses informations, des fake news, mais aussi détecter des mails de phishing. Au passage, vous constaterez que ces fausses informations deviennent quasiment impossibles aujourd'hui à détecter par un cerveau humain, tellement elles sont bien faites. C'est d'ailleurs là, si vous relisez le document, un des enjeux forts de notre stratégie nationale de cybersécurité, et en particulier son pilier 4, qui stipule qu'il nous faut impérativement garder la maîtrise de nos fondements numériques. Et évidemment, c'est encore plus vrai pour les opérations militaires que nous menons dans le cyberespace. Car si, dans un espace numérique qui est contesté, comme je vous ai dit, par des adversaires, vous ne disposez pas finalement de fondements numériques solides, eh bien alors votre position est fragile, votre position elle est difficilement tenable, et ça, je peux vous dire que les militaires n'aiment pas. Alors vous aurez certainement perçu dans mon propos que je parle davantage de souveraineté dans l'espace numérique que de souveraineté numérique. Alors j'ai bien conscience effectivement que le sujet de la souveraineté numérique est plus large que ce que je vous ai dit, puisqu'il y a aussi des enjeux industriels que j'ai évoqués très rapidement, mais des enjeux juridiques, normatifs, il peut y avoir aussi des enjeux diplomatiques extrêmement forts. C'est d'ailleurs, je pense, et je fais un appel à la recherche, aux chercheurs, un véritable terrain de recherche qui aujourd'hui, en tout cas en France, n'est pas suffisamment, à mon avis, défriché. Mais si je parle, moi, davantage de souveraineté dans le cyberespace, c'est que cela répond vraiment, en fait, à mes préoccupations de combattants dans le cyberespace. Quoi qu'il en soit, sans souveraineté numérique ou sans souveraineté dans l'espace numérique, ce qui est sûr, c'est que nous ne contrôlons plus nos données, nos technologies, nos normes et à la fin, notre destin. Et pour un pays comme le nôtre, qui a l'ambition d'être une puissance souveraine, y compris dans l'espace numérique, c'est inconcevable. Pour conclure rapidement, j'aimerais reprendre une citation d'un de mes illustres prédécesseurs, le général de Gaulle. Le général de Gaulle a dit « La souveraineté d'un État se mesure à sa capacité de se défendre ». Je crois qu'aujourd'hui, on pourrait lui faire dire, sans en tout cas lui faire injure, que la souveraineté d'un État se mesure aussi par sa capacité de se défendre dans le cyberespace. Je vous remercie. J'invite les panélistes à rejoindre la place. Vincent, Fatia viendra ici, Marco, Reina, Général Beck. Vas-y. Pardon, Reina Beck. Voilà. Oui. La lumière est la même pour tous, en fait. Pardon, je t'en prie. Nous avons parlé de fondements solides, nous avons parlé de confiance, l'ensemble étant indispensable à toute prise de décision. Et vous avez compris que dans le monde de la défense, au moins autant qu'ailleurs, pas de prise de décision sans ces prérequis. Donc nous allons peut-être nous intéresser maintenant à la façon de bâtir cette confiance, la façon de l'entretenir, et ceci malgré les évolutions technologiques, malgré les évolutions géopolitiques. Et en conséquence, quels sont les risques qui seraient acceptables, si des risques sont acceptables sur ce panel, dans notre monde, d'où le sujet du panel.
Sur la slide projetée, vous avez le nom de des intervenants de ce panel. Je ne les représenterai pas individuellement, mais en revanche, et pour que l'on comprenne bien la complexité de l'écosystème, là aussi en matière de défense, je les inviterai les uns et les autres, en particulier côté ministère des Armées et Organisation de l'Atlantique Nord, à préciser un peu où ils se situent dans le système. La façon dont nous allons procéder, sachant que je suis le gardien du temps et qu'à 15 heures, dans tous les cas, nous passerons la parole à Tariq Krim, c'est qu'on va procéder à un premier tour de table, chacun ayant 6 à 8 minutes maximum pour exposer quelques positions. Ça devrait nous permettre à la fin d'avoir un panorama assez complet de la situation, des pistes explorées par les différentes parties prenantes du sujet. J'ai ensuite quelques questions en poche, prêtes à être posées, mais je les invite de toute façon à réagir sur ce que diront les autres panélistes. Et ce que je souhaite, c'est pouvoir vous passer le micro pour des questions, si vous en avez. Le pire serait que vous partiez du Forum in Cyber cet après-midi en regrettant de ne pas avoir posé de questions à ces panélistes qui sont venus, j'ose presque dire, des quatre coins de l'Europe pour nous aujourd'hui. Et je répète que ça se fait en français et en anglais, et que, en fait, tous nos panélistes comprennent les questions en français. Ce qui fait que personne n'a le droit d'être timide cet après-midi. Commençons par l'amiral Vincent Sébastien. Cher Vincent, tu as la responsabilité de la stratégie numérique des armées. Tu nous expliqueras peut-être un peu de quoi il s'agit. Ce qui me paraît évident, c'est qu'il y a un besoin opérationnel, donc évident, d'innovation. C'est même un besoin qui est prioritaire. Moi, je me demande un peu comment on gère les risques, ou en tout cas, comment on se prépare à ça. Très bien, oui, bonjour à tous. Donc Vincent Sébastien, effectivement, je suis à la tête de la division stratégie numérique des armées au sein de l'état-major des armées. Donc en fait, je porte les exigences et la vision du chef d'état-major des armées en matière d'évolution numérique, et ensuite j'agis avec d'autres acteurs au sein du ministère des armées, dont un est à côté de moi. Non, je dis un parce que c'est l'organisme que tu représentes, mais le but du jeu, effectivement, c'est de préparer l'avenir d'une transformation numérique qui est effectivement déjà à l'œuvre. Voilà. Et ce que je peux vous dire en préambule, c'est qu'il y a un besoin impérieux opérationnel d'innovation numérique. Les conflits actuels montrent à quel point l'innovation numérique et surtout la valorisation des données sont devenus un levier majeur de supériorité opérationnelle. On est sur des cycles de développement de nouveaux outils numériques qui se comptent aujourd'hui en semaines, voire en jours, et non plus en mois ou en années. Donc l'Ukraine nous donne l'exemple. Vous avez tous entendu parler des applications, par exemple, pour combattre, qui ont été développées. Alors je vais en citer quelques-unes, mais je suis sûr que vous les avez entendues dans la presse. Delta pour de la tenue de situation tactique. Il y a Kropvia pour gérer les tirs d'artillerie. VESA, etc., pour plutôt la lutte anti-drone. Et tout ça, ça a été fait effectivement très très vite. De la même manière, au Proche et Moyen-Orient en ce moment, vous suivez tous la crise qui s'y déroule, ce qu'on peut dire, sans rentrer dans des détails trop confidentiels, c'est qu'on voit à quel point le numérique est devenu un levier majeur, ne serait-ce que pour ce qu'on appelle du ciblage, c'est-à-dire déterminer les cibles à atteindre et ensuite effectivement associer ce qu'on appelle les effecteurs, donc les armes qui vont pouvoir détruire les cibles en question. Ça, sans une plateforme data qui permet de mélanger des données de sources très hétérogènes, c'est-à-dire de la source ouverte, quelque chose qui vient de l'Internet, mais aussi des données très classifiées qui proviennent du renseignement, et ensuite, par-dessus tout ça, de mettre de l'intelligence artificielle qui peut permettre d'analyser plus vite et d'accélérer le tempo, eh ben c'est impossible. Voilà. Donc sans cette innovation numérique, en fait, aujourd'hui, on perd au combat. Voilà. Donc on a besoin de ça. Donc très clairement, dans le numérique, aujourd'hui, au sein des armées, et ce que je dis, je pense, est comparable pour toutes les nations, hein, ça c'est le point de vue français que je vous livre, mais je pense qu'il est tout à fait comparable dans notre nation, on a besoin de courir.
Mais quand on court, il ne faut pas tomber. Donc effectivement, on a quand même un enjeu, parce que les conflits récents, ils montrent aussi, et le général Komsiber l'a bien dit, en Ukraine par exemple, il y a eu aussi des attaques majeures. Il y a eu effectivement Viasat, il y a eu aussi un opérateur de téléphonie mobile qui s'appelle Kyivstar, 15 millions d'abonnés, qui a été mis en croix pendant quelques semaines. Et puis l'application Delta a été intrusée aussi à plusieurs reprises, la fameuse application dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on a une véritable opportunité aujourd'hui, parce qu'il y a une révolution. En fait, on est dans une phase, alors ça concerne la France, mais encore une fois, je pense que c'est très transposable, de changement radical en termes d'architecture numérique. Toutes les armées, et en tout cas c'est le cas des armées françaises, on est en plein dans la révolution du cloud, de la cloudification de nos systèmes, on est dans la révolution de la data, avec des plateformes data qui vont permettre de faire des traitements dits big data, et puis évidemment de l'intelligence artificielle. Donc vous avez suivi par exemple qu'on a un projet dédié sur le big data qui s'appelle Artemis, au sein du ministère des Armées, mais on a aussi un calculateur désormais dédié pour notre IA, qui a été justement mis en place dans les locaux du commissariat numérique de défense. Voilà. Et en fait, ça, c'est une véritable opportunité, parce que comme on change fondamentalement nos architectures, on a moyen de concevoir dès maintenant la sécurité qui va avec. Voilà. Donc sécuriser vite, ça s'apprend. Sécuriser tard, eh ben, ça se paie. Et souvent, ça se paie très cher. Voilà, donc pour moi, la sécurité, elle doit être native. Ça veut dire que, c'est ce qu'on dit, on l'appelle vulgairement, ou dans le jargon, la cybersecurity by design. En fait, là, on a une occasion de la mettre en œuvre avec ces changements fondamentaux d'architecture. Voilà, de la même manière qu'on conçoit un blindage, finalement, assez tôt dans la conception d'un véhicule, on doit concevoir notre sécurité aussi avec nos systèmes numériques. Et en fait, l'ennemi de l'agilité et de l'innovation, ce n'est pas pour moi la sécurité, bien au contraire, on a tendance parfois à les opposer. En fait, non, c'est la culture du silo. Donc en fait, c'est bien plus une problématique culturelle et organisationnelle qu'une problématique technologique à proprement parler. Donc le dev doit parler aux ops et doit parler aussi à la sécu. Donc bon, c'est pareil, vous connaissez parfaitement l'acronyme, c'est ce qu'on appelle le DevSecOps. On l'utilise depuis longtemps, mais c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre au ministère des Armées. Le Komsiber, par exemple, il participe à ce qu'on appelle à des Purple Teams qui permettent de tester nos systèmes et il participe évidemment à la définition de l'architecture numérique. Voilà. Ça fait partie aujourd'hui des travaux qu'on réalise pour avoir quelque chose qui est le plus possible cyber secure by design. Donc évidemment, on est dans un environnement qui est quand même très abrasif. Le Komsiber l'a rappelé, on a de multiples possibilités d'être attaqué. Pour moi, l'approche qu'il faut développer, c'est bien, encore une fois, tirant parti de cette opportunité de rénovation fondamentale de nos architectures, c'est une approche type Zero Trust. Pourquoi ? Parce que la faille, je considère qu'elle est essentiellement humaine. D'ailleurs, 82% des incidents de sécurité sont d'origine humaine, vous le savez. Et donc l'idée pour moi, ce n'est pas d'opposer encore une fois innovation numérique et sécurité, mais c'est de les marier. L'innovation, elle doit aussi faire partie intégrante en fait, de la sécurité numérique. Et donc c'est mettre en place des briques sur l'identité, sur le terminal, sur le réseau, sur les applicatifs, sur la donnée. Donc on parle beaucoup au sein de l'OTAN aujourd'hui d'un concept un peu nouveau, mais qui s'appelle la Data-Centric Security, qui consiste tout simplement à la labelliser et puis ensuite de gérer les accès en fonction de la donnée et ensuite de la chiffrer. Voilà, c'est ce que nous développons en ce moment en France. Mais le but du jeu, c'est surtout de faciliter la vie des utilisateurs. Donc là, je vais rentrer dans le concret, mais on peut faire poser sur l'utilisateur énormément de pression pour de la sécurité. Mais si on ne lui fournit pas des outils de sécurité qui soient aussi modernes finalement que les applications dont j'ai parlé, eh ben, on ne va pas remporter son adhésion. Et donc, on aura des failles humaines, comme on en a de multiples. Donc, typiquement, aujourd'hui, on sait très bien, je dis ça parce que dans la presse, évidemment, on entend tous les jours des fuites de données. Pourquoi ? Parce que les gens utilisent toujours les mêmes logins et mots de passe. Bon, quand les gens utilisent toujours le même login et mot de passe, plutôt que de leur dire c'est pas bien, il faut que tu aies 100 logins, mots de passe différents avec chacun 12 caractères et des suites alphanumériques,
on va lui donner un outil de gestion de mots de passe. Bon, ça, c'est assez basique ce que je vous dis, hein, bien entendu, mais c'est ça l'innovation de la sécurité numérique. Ça va de pair avec l'innovation numérique. De la même manière, le MFA, l'authentification multifacteur, c'est ce genre de petits trucs qui finalement ne sont pas très contraignants. On fait peser une contrainte minime sur l'utilisateur, mais on lui apporte un niveau de sécurité qui est très très bon. Je crois aussi évidemment à la puissance de l'IA pour aider la cybersécurité. Il y en a déjà dans nos EDR, ça va faciliter la vie de nos opérateurs de SOC. Voilà. Et de la même manière pour la sécurité des applications, parce que bon, vous avez tous entendu parler du Stravagate il n'y a pas très longtemps, ça a défrayé aussi la chronique. Bien sûr que c'est une logique qui est personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des fautes personnelles d'utilisation de certaines applications. Bon, et pour autant, les règlements, les consignes, les doctrines étaient en place, existaient au ministère des Armées. Tout était déjà écrit, hein. Mais il y a eu cette faille humaine. Et je pense que dans une approche un peu zéro trust, où on ne doit jamais exclure que malgré tout, l'erreur soit faite, et ben en fait, c'est là que la sécurité numérique doit innover, ou la sécurité des opérations même, si je dis ça plus large, doit pouvoir innover, pour que par exemple, on ait des applications qui permettent de checker la configuration de sécurité des différentes applis. Et là aussi, c'est pour ça que je dis que je crois beaucoup à l'IA pour ça. Voilà. C'est-à-dire qu'un outil très moderne doit aussi pouvoir améliorer la sécurité de nos opérations. En tout cas, c'est fondamental, puisqu'on voit à quel point ça peut entraver ensuite nos opérations militaires. En tout cas, moi je pense qu'on ne peut pas osciller entre un refus dogmatique de toute innovation pour des risques de sécurité et puis donc perdre au combat, puisque je vous l'ai dit qu'on a besoin de ça pour gagner au combat, et puis finalement une acceptation de risques un peu aveugle par des autorités d'emploi militaires à qui de toute façon on n'a pas forcément exposé clairement les risques qu'ils prennent, ils n'en sont pas forcément tous conscients, ou auxquels on n'a pas forcément proposé de solutions innovantes pour régler ces risques. Voilà. Donc l'innovation numérique, en fait, c'est aussi l'innovation de la sécurité numérique. Il faut marier les deux. Merci Vincent. Nous allons rester au ministère des Armées et je vais passer la parole à Fathia Amrouche. En fait, Fathia travaille au commissariat au numérique de défense, dont vous avez peut-être entendu parler. L'idée là est de comprendre comment un ministère aussi important que le ministère des Armées se réorganise petit à petit pour répondre en quelque sorte à ce qui était évoqué. Fathia, tu reviendras sur ce qu'est le commissariat au numérique, comment il répond aux besoins. Je vais te laisser la parole pour... Très bien. Donc, pour me présenter rapidement, donc, je suis administratrice de l'État et au sein du commissariat au numérique de défense, je dirige la capacité de développement applicatif interarmée en régie, qui est logée au sein du commissariat au numérique de défense. Alors, le commissariat au numérique de défense et son petit nom CND, qu'est-ce que c'est ? C'est, alors aussi, pour qu'un citoyen lambda puisse comprendre, c'est l'opérateur IT du ministère. Cet opérateur, il a 3 grandes missions. Tout d'abord, apporter et appuyer les opérations militaires et leur conduite jusqu'au théâtre d'opération. C'est sa mission première. La deuxième, c'est de fournir les systèmes et les équipements numériques utiles à l'ensemble des armées et du ministère. Et sa troisième mission, c'est d'assurer le fonctionnement numérique quotidien de tout le ministère. Et ça, toutes les entreprises, toutes les institutions ont des DSI qui aident, qui fournissent des PC, qui font en sorte que chacun d'entre nous peut travailler. Donc il y a ces 3 missions et cette spécificité, elle a conduit notamment dans le cadre stratégique actuel à faire évoluer le numérique de défense en regroupant dans cette entité qui s'appelle le commissariat au numérique de défense 3 précédentes entités. Tout ça, le CND est désormais rattaché directement au ministre des Armées et des Anciens Combattants. Il réunit une entité qui précédemment s'appelait donc la Direction Générale du Numérique, qui était en charge de la politique et de la stratégie. Une entité qui était dans la fabrication et dans la réalisation des grands projets numériques, l'Agence numérique de défense, et la direction
interarmée des réseaux d'infrastructures et systèmes d'information qui était l'opérateur du quotidien en matière de numérique. Donc pourquoi cette nouvelle organisation? Pourquoi remonter dans la hiérarchie ministérielle cette dimension qui est le numérique de défense? C'est essentiellement pour faire face aux exigences du contexte stratégique qui a été très très bien brossé par mes prédécesseurs, et aussi, face à cela, gagner en efficacité, mais aussi en cohérence de la politique jusqu'à la mise en œuvre au quotidien. Tout ça doit être cohérent et ne plus être morcelé dans des entités diverses et variées. Alors, comment on procède pour cela? Alors, ce défi de l'accélération, il est d'autant plus vrai que, comme on vient de le dire et comme vous le vivez, comme vous le savez tous, on est dans une course permanente. Le numérique évolue tous les jours et effectivement, il s'agit de pouvoir maintenir un rythme qui évite d'être trop en retard, d'une part, mais aussi d'être en anticipation de ce qui peut arriver. Alors pour relever ce défi prioritaire qui est celui de l'accélération, le commissariat au numérique de défense a mis en œuvre plusieurs choses. Il est de création récente, je ne sais pas si je l'ai précisé, il a été créé en septembre 2025. Donc c'est tout récent. Néanmoins, les entités qui le composent avaient des missions et donc là, il s'agit de les articuler au mieux pour apporter toutes les conditions d'une accélération du numérique de défense. Donc, plusieurs aspects. Tout d'abord, des aspects de simplification de la gouvernance. J'y reviendrai un peu plus tard, mais effectivement, le sujet de comment on garantit la sécurité, comment on garantit que les systèmes qu'on développe répondent bien aux besoins, etc. Ces sujets de gouvernance ont été de nature et sont encore parfois de nature à retarder les réponses. Et en gros, on arrive parfois trop tard. L'un des aspects aussi, l'une des grandes novations du commissariat au numérique de défense, c'est la mise en place d'un grand service qui s'appelle la Fabrique numérique, qui réunit 1200, 1400 personnes aujourd'hui, c'est une jauge, et qui doit être vraiment le cœur de cette réforme et qui a pour objectif de fournir des outils et des systèmes d'information modernes, performants et qui répondent aux besoins du ministère comme des forces, des besoins d'aujourd'hui et de demain. Alors, pour cette réforme et pour cette transformation de la fabrique numérique, deux axes très pragmatiques. Tout d'abord, en termes d'organisation, passer d'une logique de métier, c'est-à-dire que précédemment, le développement était un métier et constituait un pôle d'activité, l'hébergement un autre métier, la sécurité administration un autre métier, passer d'une logique de métier à une logique de finalité à travers des lignes de produits, donc une approche produit. Le deuxième point porte sur le fait qu'on fasse un peu la chasse au mieux. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Il se trouve qu'en matière de sécurité, la volonté de cadrage, la volonté de verrouiller en avance ou de sécuriser en avance un ensemble de choses, mais aussi du côté des utilisateurs, des armées et de tous les utilisateurs, la recherche d'un périmètre satisfait par un système qui soit vaste, détaillé, etc., qui fait que finalement, quand on est dans ce type d'approche, eh bien, on fournit des systèmes trop tard et trop inadaptés, voire inadaptés aux besoins. Cela, même sans être dans des cycles en V de très longue durée. Ça, c'est vraiment le quotidien. Alors, à travers ces deux approches, les axes de transformation, ils portent sur trois domaines. Tout d'abord, l'organisation du travail, j'en ai dit un mot, passer à la finalité, au mode produit, c'est-à-dire qu'on rend un service du début jusqu'à la fin, avec aussi une logique de responsabilité de ceux et celles qui les mettent en œuvre, de sorte que, effectivement, on a une personne à qui on s'adresse et qui doit réaliser le système, l'opérer, pour reprendre l'expression anglaise, you build it, you run it.
Cette organisation, elle passe bien sûr par ce qu'on appelle les équipes intégrées, le mode produit, je ne m'appesantirai pas là-dessus, je pense que l'essentiel du public comprend ces notions, mais cette organisation, elle est pas si évidente que ça. C'est pas du yaka faucon, hein, c'est quand même quelque chose d'important qui nécessite aussi un changement culturel, parce que les silos, ils sont organisationnels, mais ils sont aussi dans les têtes. Et quand on passe d'une logique de métier à une logique de finalité, eh bien, quelque part, c'est faire sauter aussi les verrous culturels de chacun d'entre nous dans ce qu'il fait pour se dire que je contribue à un produit, que je contribue à un résultat, à une finalité, et je ne contribue pas à faire mon métier exclusivement. Donc ça, c'est un des aspects, c'est l'organisation du travail. Le deuxième aspect, c'est la transformation des ressources humaines dans un contexte où la ressource humaine numérique est en tension. Et elle est en tension partout, 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 dans le public, dans le privé, en France, en Europe, à travers le monde. Donc la chasse au talent, elle existe partout. Et lorsqu'on est au sein de l'État, on a, j'allais dire, on part un peu avec des boulets, on peut se le dire comme ça, on n'a pas tout à fait les mêmes armes que le secteur privé en particulier, et donc on doit jouer d'autres cartes. Les autres cartes, ce sont des cartes d'abord de sens, et ça joue vraiment. C'est-à-dire que quand on vient au ministère des Armées, on vient aussi pour servir quelque chose qui est plus grand que soi. Et donc cette question du sens, elle est quand même essentielle. L'attractivité, c'est aussi un cadre de travail, et parmi les transformations du numérique de défense qui s'opèrent, il y a celle de la cloudification, il y a celle de l'adoption des technologies numériques récentes, de sorte que l'écart entre le monde privé et celui du numérique de défense soit le plus faible possible, voire sur certains aspects inexistants. Et enfin, l'enjeu des compétences. On a une double dimension. Il y a l'attractivité pour faire venir de nouveaux talents, mais il y a aussi le fait de faire monter en compétences dans la durée nos propres équipes. À titre d'information, le numérique de l'État, j'ai plus en tête le chiffre total, mais il faut savoir que le numérique de la défense est la première communauté numérique de l'État français avec plus de 20 000 personnes. Ça veut dire que le numérique au sein de l'État français, il est quand même très, 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 très présent, et d'abord présent au sein de la défense. Et enfin, le troisième axe de transformation pour atteindre les objectifs qui ont été assignés au commissariat au numérique de défense, c'est la maîtrise technique et la maîtrise technologique, qui est un des facteurs fondamentaux de la souveraineté et d'accroissement de notre capacité d'action à travers de l'ingénierie, des savoir-faire, mais aussi des entreprises françaises, européennes, voire parfois des solutions étatiques qui répondent aux besoins. Donc voilà en quelques minutes comment on peut décrire le commissariat au numérique de défense et comment il s'inscrit dans le contexte qui a été décrit depuis le début. Okay, merci Fatia. Je ne suis pas persuadé que tout le monde se rende compte de ce que représente cette révolution qui a été évoquée. Quand on voit à quel point dans n'importe quelle entreprise privée ça peut être un traumatisme, il faut imaginer ce que c'est à l'échelle du ministère, non seulement par le nombre d'agents du ministère, mais également par le nombre d'emprises du ministère tout autour du globe, en fait. Voilà un peu de la dimension qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc, quand on pense aux changements de cap qui ont été donnés, alors là je vais parler en tant que marin, même marine de commerce éventuellement, exceptionnellement, c'est un peu comme tenter de faire changer de cap un super tanker, et en espérant que ça se termine bien et qu'on sait arrêter l'évolution au bon moment, si j'ose dire. Parce qu'on peut faire évoluer, mais on ne peut pas stopper non plus, il faut avancer en permanence, sinon ça se passe mal. Donc ça, c'est pour un pays, un ministère, et la question qu'on peut se poser de façon évidente, c'est on fait comment quand il s'agit de 32 pays, 32 sensibilités, 32 cultures, et sachant qu'en plus, cette organisation à 32 pays, c'est un peu notre assurance vie. En tout cas, c'est notre assurance vie collective. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va aborder ça sous deux aspects. Un aspect plus opérationnel, avec l'intervention du général Rainer Rebeck, qui, lui, travaille au SHAPE, l'état-major de la conduite des opérations de l'OTAN. Voilà, c'est vraiment la branche armée de l'OTAN. Et ensuite, on le fera avec Marco Criscuolo, qui, lui, est au siège de l'OTAN. C'est alors la partie politico-militaire. Mon général,
Cher Rainer, je te laisse la parole. Merci Henri. Merci pour l'invitation. Merci pour avoir la possibilité de parler ici. Et je dirais c'est un peu comme Jean-Jacques Goldman ici, parce que c'est entre le gris clair et le gris foncé. Donc, avec mon tenue, donc j'essaie quand même de vous fournir avec les résultats que vous souhaitez. Donc, je suis responsable au sein de, pas de l'OTAN, mais au SHAPE, pour la gestion du cyber. Donc, je suis tenté de faire ma présentation en français. Je parle assez bien, mais je vais le faire en anglais. La première langue ou l'autre langue otanienne. De toute façon, je pense qu'il est vraiment important d'être ici. Et donc, moi, je dis vraiment merci parce que je suis convaincu que ce n'est pas militaire ni civil, c'est ensemble. Et donc, si on ne va pas faire ça ensemble, on ne va pas gagner. So I'll switch a little. Je vais m'exprimer en anglais. Donc, vous pouvez voir le titre au-dessus de cette diapositive. Donc, quels sont les risques acceptables dans le contexte de la sécurité et des dépendances? Et je dirais que les prises de décision militaires sont toujours, c'est l'art de guerre, comme on pourrait dire, c'est au sujet de la gestion de risques. Donc il y a toujours une gestion de risque, il faut toujours prendre des risques. La question est de savoir dans quelle mesure nous prenons des risques et dans quel domaine. Donc l'espace de cybersécurité, comme nous en avons parlé, tout particulièrement par rapport aux technologies numériques, c'est toujours une affaire de compétition et de compression et de décisions qui doivent être prises plus vite avec moins de marge d'erreur. Donc le défi à relever à cet égard porte deux dimensions. Et c'était déjà mentionné dans l'introduction, c'est tout d'abord l'agilité dans les opérations militaires. Vous avez besoin de cette agilité dans le domaine militaire. Et deuxièmement, et cela est décisif, c'est les capacités de renforcement. Donc, pour être bref là-dessus, je suis le conseiller pour la stratégie au niveau opérationnel, mais pas au niveau politique, car cela est recouvert par Marco Chris-Colom, qui va s'exprimer après moi. Pour nous, l'opération, les stratégies en termes d'agilité doivent être déterminées en avance. C'est la résilience et les stratégies ne sont pas intégrées du début, comme nous en avons parlé au début. La sécurité par conception, il faut que ce soit garanti dans la confiance. Si les prises de décision peuvent être ralenties, si nous manquons de confiance, comme nous l'avons perçu par rapport au conflit en Ukraine, par la guerre en Ukraine, comme Vincent l'a dit plus tôt, si vous n'êtes pas en mesure d'intégrer, d'adapter, de réadapter, de recycler cela rapidement, vous perdrez. Donc, l'innovation est la nouvelle manœuvre. Et je le dis en tant que... L'innovation est la manœuvre. Donc, dans l'environnement actuel, il faut que nous acceptions cela. Au niveau des alliances, et Henri Schrecke le disait plus tôt, c'est compliqué déjà au niveau national, et j'ai été responsable de cela en Allemagne. Lorsque l'on parle, j'ai fait beaucoup de coopération franco-allemande, c'est encore plus compliqué, et c'est d'autant plus complexe avec 32 pays. C'est intéressant, du moins, pour le dire de manière positive, mais il y a beaucoup de bénéfices à cela, car tout le monde peut apporter quelque chose. Et quelqu'un peut apporter quelque chose de nouveau et peut contribuer de façon innovante. Les petits pays dans le cadre de l'OTAN peuvent apporter des solutions innovantes, un peu comme des start-up, alors que de grandes puissances comme l'Italie, la France, l'Allemagne sont
il y a cette notion d'agilité qui est cruciale. Et c'est pourquoi cette alliance est si puissante. Mais il faut que nous y pensions de manière collective. Je ne sais pas si c'est le mot anglais, mais il ne faut pas qu'il y ait de cacophonie. Il faut que ce soit en concert. Il faut que ce soit entièrement harmonisé, de la même manière qu'un concert de musique pourrait l'être. Il faut comprendre les réalités structurelles. Les forces d'alliance sont dépendantes de systèmes qui ne sont pas forcément sous contrôle national. Beaucoup de ce que nous entreprenons dépendent de fournisseurs de services. Et lorsque Microsoft a un problème, l'OTAN a un problème également. Donc il faut que nous y songions de manière collective. Et c'est pourquoi je pense que cette opportunité de m'exprimer aujourd'hui, c'est excellent car c'est une opportunité d'y songer de manière collective. Je sais que quelques personnes, les plus jeunes, les entreprises, ce sont les chercheurs, c'est tout le monde qui peut contribuer à cela. Car sinon, nous, les militaires, la police, la gendarmerie, personne ne pourra le gérer seul. Cela ne fonctionnera pas si nous travaillons de manière trop individuelle. Il faut que nous travaillions de manière interdépendante. Donc ces dépendances façonnent comment nous pouvons agir de manière rapide et comment nous pouvons gérer les risques. Et cela peut peut-être retarder les décisions. Donc un principe phare, c'est que nous devons prendre des décisions de manière décentralisée, de manière active. Nous avons tendance à coordonner tout, mais cela ne fonctionnera pas. Si vous voyez comment les forces ukrainiennes ont survécu, ils ont survécu en étant dispersés et de pouvoir contrôler et de commander à distance. Donc cela pose des contraintes. Il faut que nous, en tant que militaires, nous songions à comment nous pouvons garantir les prises de décision. Donc ce ne sont pas forcément des grands postes de commande, car parfois les grands postes de commande peuvent être la première cible. Donc il me reste 57 secondes. J'espère que ce n'est pas mon microphone. Nous sommes assez sûrs que le siège de l'OTAN, nous partageons les mêmes problèmes. Nous serons la première cible des Russes. Donc là où ils pourront mettre en œuvre des forces de disruption. Donc comment pouvons-nous mener le combat? Et il faut que nous menions le combat, il faut que nous le préparions. Ce n'est pas une question de faire semblant, c'est une question de comment nous pouvons opérationnaliser la complexité de tout cela. Mais si cela est accepté, et sous quel contrôle, sous quelle autorité nous pouvons le faire, et quelles conséquences. Donc si les capacités sont conceptualisées et intégrées de manière à ce que la confiance puisse être garantie, à ce moment-là, les forces peuvent agir de manière rapide et efficace, et l'énergie devient réelle. Sinon, l'hésitation devient structurelle. Et ça, c'est un défi à relever. Donc, il n'y a pas de choix entre sécurité et agilité. C'est une question de gestion des deux ensemble. Il faut que nous puissions développer des capacités afin que le risque peut être compris et décidé à travers tout le cycle de vie. Donc, si cela est accompli, l'agilité peut préserver le mode de gestion et d'action. Et voilà tout de mon côté. Pardon. Ce que le public a raté, parce que vous nous avez vu inquiets peut-être pendant un moment, c'est qu'il y avait un compte à rebours qui s'est affiché sur l'écran, annonçant que tout allait s'éteindre. Et en fait, c'était juste l'écran de retour que l'on a. Voilà. Donc, ceci pour expliquer le moment de malaise ou de gêne qu'il y a pu y avoir dans le public. Je vous propose de rester à l'échelle de l'OTAN et je reviendrai un peu sur ce qui a été dit il y a un instant. Et donc, je vais passer la parole à Marco Criscuolo, qui, encore une fois, est au siège de l'OTAN, donc le NATO HQ, qui, lui, est à Bruxelles, plus précisément à Evere, alors que le général Beck, lui, est à l'état-major du SHAPE, donc à Mons, comme vous le savez. Marco, la parole est à vous. Merci beaucoup. Et je suis ravi d'être ici.
Je commence par dire que je suis le directeur de la stratégie et la politique au quartier général par rapport à la défense cyber, la transformation numérique et aussi la lutte contre la menace hybride. Ça veut dire la sécurité de l'énergie et la protection des infrastructures marines aussi. Talking about being a target on the Russian list. Donc oui, on a parlé d'être l'objet des menaces, contre les Russes, en effet. Pardon, micro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être plus agile et agir plus vite? Alors, on ne parle pas ici de conduire votre voiture, c'est comprendre les risques et de les gérer. Quand on parle de notre capacité à gérer et évaluer les risques, ici je parle des administrations publiques, pour le moment on ne fait pas bien notre travail, puisqu'on examine les risques de manière individuelle, les risques financiers, de projets opérationnels séparés. Et ça ne nous mène nulle part, parce qu'il y a toujours des risques qui se chevauchent. Cela peut aller des détails techniques. On a des systèmes qui parfois ne deviennent plus gérables. Mais si on va aussi à l'extrême, si on ne comble pas cet écart, eh bien, on ne peut pas fonctionner. Il y a donc un élément tactique, mais aussi très stratégique et opérationnel. Pour prendre des décisions par rapport aux risques, très souvent, on pense à la conformité, à la régulation financière. Est-ce que j'ai atteint mes plafonds pour cette année? Ou est-ce que je ne vais pas assez vite? Il faut aussi reconnaître nos vulnérabilités. Vous avez parlé des forces armées. Il faut admettre qu'on a une mission extraordinaire, on en est très fiers à l'OTAN, mais parfois on n'est pas assez attractif. Dès lors, il est important de reconnaître que le secteur industriel est un réservoir extraordinaire. Il nous faut être bien plus agile dans la manière dont on recrute, où on identifie les compétences dont on a besoin et qu'est-ce que l'on pourrait puiser dans le monde de l'industrie. Et c'est là où on retrouve les meilleurs talents sur le marché. L'intégration. Nous avons créé des centres à l'OTAN où on pense que cela nous permettra d'anticiper et d'être bien plus créatifs, notamment par rapport à la technologie. Être agile, c'est ce qui va nous permettre de révolutionner notre approche par rapport à l'acquisition. Pour le moment, croyez-le ou non, nous avons une politique chez l'OTAN qui nous dit que les capacités, capacités adoptées d'abord par les alliés, et que si les alliés n'ont pas encore adopté cela, on ne pourra pas en créer de nouvelles. Pour le moment, l'OTAN crée 80% de ses capacités, 90% de ses capacités. Mais parfois, non, on pense être spéciaux et uniques, mais pas tant que ça. Parfois, on regarde, on a un peu une vision avec des œillères et on ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de nous. L'approvisionnement aussi. Certaines technologies sont très chères. Et pourtant, on les achète toujours au niveau national. Surtout quand on parle de souveraineté, c'est une réalité. Certains de nos alliés ne peuvent pas se permettre d'avoir une souveraineté à 100%. Et aussi, transformation de nos processus d'acquisition. La défense par un logiciel. Donc oui, on achète des effets, des services, mais pas un produit. D'un point de vue un peu plus technologique pour la souveraineté, et je serai pragmatique, ça fait 3 ans maintenant que je travaille dans l'acquisition de cloud. Les nations de l'OTAN ont une logique spécifique. Il faut toujours trouver cet équilibre entre la souveraineté, entre les données, la technologie. C'est une question d'équilibre.
J'ai fait partie du comité de négociation à l'Europe il y a quelques années. Il nous a fallu 2 jours pour négocier un paragraphe. Quand il y a une question d'urgence, il faut comprendre où est notre limite. Les données dispersées sont parfois bien plus sécurisées que celles concentrées dans un seul pays. En tout cas, quand on se protège contre un ennemi. On parle aussi de planification des ressources. Être indépendant, ça veut dire que vous devez avoir fait vos calculs au préalable. Vous voulez un cloud, il faut que le cloud alimente l'IA, mais pour l'IA, il faut des capacités informatiques, donc ça demande des heures. Est-ce que vous avez fait vos calculs? Parce que on voit beaucoup d'efforts isolés, mais il n'y a pas de vraie planification stratégique pour les ressources. Et pour les dépendances stratégiques, comment être autonome? Pour moi, il faut avoir ce dont on a besoin quand on en a besoin. Peu importe si on a le contrôle ou pas, ce n'est pas ce qui compte. Est-ce qu'on a confiance en cette entreprise? On a eu des partenaires en Afghanistan qui étaient avec nous jusqu'à la dernière minute. C'est ça qu'on veut. Aussi, est-ce qu'on comprend les risques en tant qu'alliance? Pour le moment, parfois on connaît les vulnérabilités qu'au niveau national, mais pas au niveau des alliances. Est-ce qu'on comprend les risques que l'on partage au sein de l'Alliance, que ce soit en termes d'accès à des fournisseurs d'énergie? Est-ce qu'on partage le même sentiment sur notre capacité technologique? On peut le voir que on utilise beaucoup de technologies étrangères, même dans des éléments très importants, très critiques. Dès lors, il nous faut créer un réseau de confiance. Il nous faut définir des critères, voir à qui on peut faire confiance dans cette chaîne d'approvisionnement. Aussi, il nous faut penser en conditions stratégiques pour savoir qui a accès à quelle bonne ressource. On ne parle pas seulement de technologie, aussi on parle des semi-conducteurs, des chaînes d'approvisionnement, pour les matériaux rares. Est-ce qu'on en a assez en économie de guerre? Et enfin, est-ce qu'on intègre le secteur privé? Il faut comprendre le risque que l'on prend en ne prenant pas en compte la fragilité de nos infrastructures critiques et de leur écosystème. Il y a quelques mois, on a entendu parler des coupes de câbles en Syrie, que les conséquences que cela a eu sur la défense militaire. Et oui, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Merci pour votre attention. Je vous en prie. Pardon. N'oubliez pas qu'à la fin, il y aura un round of applause pour tout le monde. Moi, j'ai noté que jusqu'à présent, quand on écoute avec attention ce que disent les représentants du ministère des Armées, les représentants de l'OTAN, on parle beaucoup de valorisation des données, de savoir sécuriser vite. Plus généralement, un vocabulaire qui est en fait celui de l'industrie et du monde économique. On parle également d'une révolution culturelle au moins autant que technologique. On parle de risk management, avec des conséquences aussi bien technologiques que justement dans le management, avec ce site particulier, que lorsqu'on va parler d'opération, on va parler de commandement, parce que derrière, il s'agit de gagner ou de perdre, il y a des vies humaines en jeu. Mais en fait, sommes-nous réellement spéciaux et qu'en pense l'industrie de défense? Pour ça, ce que je vous propose maintenant, c'est de donner la parole à 2 acteurs européens de l'industrie de défense. Tout d'abord MBDA, notre missilier européen, si je puis me permettre, et ensuite Leonardo. Pierre-André, la parole est à vous. Oui, bonjour. Je voudrais aussi saluer l'IHEDN. Donc, moi, j'ai fait la 37e session du CHEAR et la 57e de l'IH, qui est la meilleure. Donc, MBDA, juste rapide, 2 chiffres. On est 20 000 personnes, 6 milliards de chiffre d'affaires, doublé en 3-4 ans, et intégré sur 4 NATCO. Et en termes de schéma stratégique d'organisation, on est une des entreprises internationales les plus intégrées, c'est-à-dire qu'il y a des chefs français qui ont des collaborateurs italiens, anglais. Les enjeux aujourd'hui de l'entreprise sont très clairs, c'est la production des missiles, je dirais, existants et en masse, et
la guerre avec l'Iran accélère encore ce que l'Ukraine avait mis en avant. En parallèle et en même temps, on a lancé aujourd'hui, dans chacune des 4 NATCO, des nouveaux programmes de missiles structurants. Je pense par exemple avec les Anglais Stratus, et là aussi, ce qui est parmi les plus compliqués, les nouvelles composantes nucléaires aéroportées. Et en même temps, on a à traiter, je dirais, les nouveaux champs de conflictualité, l'espace, l'interconnexion généralisée des systèmes, et puis les drones anti-drones. Donc je ne ferai pas un focus sur les 2 premiers, je ferai un petit focus sur les enjeux des drones et anti-drones. La priorité vis-à-vis des menaces cyber de l'entreprise au niveau du groupe est la business continuity. Vous comprenez bien, vis-à-vis des enjeux de production. Ça s'adresse par 3 volets. Le premier volet, il est interne. Donc aujourd'hui, je ne détaille pas les organisations et les détails, mais on n'a pas créé de division cyber. Il n'y a pas de, pour utiliser un mot plutôt militaire, il n'y a pas d'entité organique cyber. On coordonne des actions coordonnées dans l'ensemble de l'entreprise. Et on a cassé les barrières, par exemple, entre la direction de l'informatique et puis les ingénieries métiers. C'est surtout matérialisé par la mise en place de 4 CERT dans chacune des NATCO qui travaillent ensemble et qui partagent l'information malgré les contraintes qui sont bien légitimes de National Eyes Only. Ces choix, je dirais, aujourd'hui, s'insèrent aussi au niveau des CERT France, au niveau de l'Intercert et de l'Intercert Défense. Le deuxième volet de cette business continuity est qu'aujourd'hui, on fait porter des risques à nos clients, et clients particuliers qui sont les MOD domestiques. Et les lois, les règlements nationaux et les clauses des contrats ne sont pas suffisants pour gérer cette problématique. Donc chaque pays fait un peu à sa sauce, mais les problèmes sont les mêmes. Et en France, il y a quelque chose de particulier qui a été mis en place, comme le général Negelen est ici. On a mis en place ce qu'on appelle une convention, un MOU, entre les 8 MOI principaux et le ministère de la Défense. Et il y a un partenariat vis-à-vis d'enjeux concrets, et on implémente chez nous des choses pour lesquelles, ou des démarches pour lesquelles qui ne sont pas obligatoires, parce qu'on partage cette ambition. Bien sûr, il y a le problème vis-à-vis du haut, mais il y a aussi le problème vis-à-vis du bas, vis-à-vis de toute la supply chain et de toute la BITD, et en particulier des PME. Les référentiels de maturité sont variés et différents, pas cohérents. Et si chaque MOI pose la question à une PME, il va la noyer et les réponses... Donc organiser la chose de façon rationnelle n'est pas très simple. On a des démarches un petit peu partout, que ce soit à Bruxelles, que ce soit en France, pour essayer d'améliorer ça, mais il y a un enjeu. Donc en conclusion sur ce volet business continuity, je redis exactement la même chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est la collaboration et l'union fait la force. Tout seul, on ne peut pas faire. Vis-à-vis de la supply chain, c'est évident. Deuxième volet, les produits. Donc MBDA a un rôle d'intégrateur. On n'a pas un rôle de systémier comme Thales ou Leonardo. On prend des briques qui sont soit développées en interne, soit achetées à l'extérieur, et on les intègre de la même façon. Donc vis-à-vis des menaces produits cyber, je vois à peu près 3 grandes catégories de techno avec des réponses différentes. Il y a l'IT, je dirais c'est classique, c'est la grande partie de ce qui est proposé et géré par ici. Je propose de ne pas trop développer cet aspect-là. Il y a quelque chose d'intermédiaire. Pour moi, ce sont les C2. Nos bancs de test, nos bancs de production, par exemple les stations de préparation de mission des missiles de croisière. Les hardware des équipements sont COTS. Les operating systems sont sécurisés. Et par exemple... j'en profite pour remercier Leonardo qui fait profiter d'une partie de la BITD italienne de distribution Linux sécurisée, chose par exemple qui n'existe pas en France. Alors je ne sais pas si l'agence de défense
si vous pourrez faire quelque chose ou pas dans ce domaine-là, ce serait fort utile. Les réseaux ne sont pas connectés à Internet, sont plutôt de petite taille, plutôt faciles à superviser. Les enjeux sont plutôt les firewalls pour les connexions aux systèmes supérieurs, au C-Cube ou au C4 ISR, pour lesquels les équipements sont difficiles à faire. Nous, aujourd'hui, on a décidé de ne pas développer et produire ce genre d'équipement. Et le troisième catégorie, ce sont les missiles, ce qu'on peut appeler l'embedded, le temps réel. La particularité est qu'on a fait de la cyber sans que ça s'appelle de la cyber depuis longtemps, parce qu'un missile peut finir dans le champ de bataille chez l'adversaire et chez l'ennemi. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui en Ukraine, et donc tendance à démonter le matériel pour savoir comment il est fait et comment il est constitué. Donc c'est ce qu'on appelle les protections anti-reverse engineering. Et c'est les mêmes technos que les protections cyber, ça fait exactement la même chose. Aujourd'hui, les technologies utilisées sont des technologies hardware. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais ce sont des technologies hardware. Ça passe par des savoir-faire de définition et de production des PCB, des cartes multicouches, faites de façon un peu particulière, avec des VIA, des pistes cachées, etc. Des choix de composants électroniques. Évidemment, on aurait des sources souveraines, ce serait plus simple. Néanmoins, on mixe l'origine des composants. On utilisait historiquement des FPGA anti-fuse qu'on n'a pas, qui aujourd'hui qu'on ne peut plus utiliser, ils sont trop chers et ils se sont fait déplomber. Et donc, dans l'entreprise, on a développé un ASIC de sécurité en utilisant, en rachetant une entreprise et avec Thales, Dolphin, et on a fait fondre ça par ST Microelectronics. Et donc, la vraie plus-value pour la protection, c'est la forte intégration des développements, des firmware, des low-level software et des applicatifs. Je ne vois pas vraiment de rupture, une continuité, une amélioration continue. Et si je prends un petit exemple, par exemple, pour vous faire comprendre les enjeux, les algos post-quantiques, on ne les mettra pas tout de suite dans les missiles, parce qu'ils sont gourmands en puissance de calcul. Qui dit puissance de calcul, ça consomme. Donc comme on est limité par les batteries thermiques dans les missiles, si on consomme plus de courant, on va moins loin. Donc c'est les algos versus la portée. Donc aujourd'hui, on préférera la portée et on trouvera d'autres techniques pour se protéger des faiblesses des algorithmes non quantiques. Concernant les drones, aujourd'hui, ça casse un petit peu cette répartition en trois catégories. Donc aujourd'hui, on a fait le choix stratégique de s'associer à des PME ou à des ETI qui proposent les cellules, les systèmes de pilotage. Et donc nous, on apporte la plus-value sur l'intégration de la pyro, la sécurisation de la pyro et les algos de guidage. La sécurisation de la pyro, je dirais, c'est la respect en particulier des STANAC de l'OTAN, mais ça lève des nouveaux problèmes, des cyber for safety, c'est-à-dire on veut éviter d'avoir le problème des pagers du Hezbollah. Et les algos, c'est pas si facile à faire. Je dirais faire des drones hit to kill, c'est facile de les faire passer à 20 cm ou 30 cm, mais ça sert à rien. Il faut les faire taper dedans. Et donc l'un des enjeux est d'éviter que nos ingénieurs mettent des algos sur ces matériels qui seront plus faciles en reverse engineering, des algos qu'on met sur nos missiles les plus critiques. Donc il faut forcer les équipes à détarer un petit peu les algos et probablement on va implémenter des techniques d'obfuscation, ce qu'on s'était refusé à faire jusqu'aujourd'hui, parce que ça complexifie la mise au point considérablement. Donc en conclusion, aujourd'hui, la réponse aux enjeux, c'est être capable d'obtenir entre toutes les équipes techniques de la maison, et je mets l'informatique de gestion dedans, au même titre que les équipes d'ingénierie, pour être capable d'avoir une réponse optimisée au cas par cas.
et on arrive à avoir le même type au niveau des ingénieries que ce qui se passe dans les startups. On a fait quelques spin-offs et on est capable de comparer. La seule différence entre les deux, c'est les process administratifs, les process achats, les process ESR. Ce que vous avez dit tout à l'heure, toute la réglementation non technique qui pousse à aller moins vite. Donc le fait d'avoir des spin-offs et de travailler est effectivement une réponse intéressante. Et pour répondre à la question, quels sont les risques acceptables? Moi, j'ai mon motto aujourd'hui qui vient plutôt de la safety. Pas de coupe simple, no single point of failure. Une défaillance ou une malveillance simple ne doit pas pouvoir conduire à l'événement redouté. Merci Pierre-André. Je voudrais revenir sur ce que j'avais évoqué tout à fait au début, sur ces révolutions ou ces défis de cycles très courts en matière justement de production, d'industrialisation, d'innovation. Et j'aimerais savoir comment Leonardo aborde ce problème. How is Leonardo proceeding to balance the innovation needs? Comment procède Leonardo pour cette réduction de durée de cycle? Merci beaucoup. Merci pour de nous laisser l'opportunité de partager notre point de vue sur cette thématique. Cette capacité de rassembler donc tout ce qui est capacité opérationnelle, défense. Alors, j'aiderai 3 points et vraiment mon intervention va se corréler avec les précédentes interventions. Il faut réconcilier 3 topics, 3 thématiques. La cybersécurité, l'exécution de projets, oui, ça c'est ce qu'on a dit tous ensemble. Il faut que la cybersécurité soit intégrée au développement du projet, et ce dès le départ, pendant la partie de conception, avec cette approche de Secure by Design. Mais il faut aussi aller plus loin. Et si on parle de sécurisation par opération, avec des monitorings pendant les opérations qui maintiennent les capacités opérationnelles ensemble avec un haut niveau de sécurité. Ça, c'est un critère obligatoire. Ça peut sembler évident et simple quand on le dit au niveau général, à haut niveau, mais c'est un vrai défi. Chez Leonardo, nous mettons en place des systèmes de sécurité au sein des équipes qui sont pour identifier les vulnérabilités qui peuvent affecter un système sur le terrain et qui puissent réagir immédiatement lorsqu'on le met directement sur le terrain. C'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe quand ensemble avec les équipes de certification et d'accréditation, puisqu'il faut avoir une nouvelle approche où on pourrait développer et livrer plusieurs versions avec des patchs, etc. pendant l'opération. Ça, pour moi, c'est ce qu'on fait et on pousse aussi avec la NSA italienne, les autorités locales pour comprendre cette flexibilité et comprendre comment on peut améliorer ce système de sécurité par opération. Deuxième point, il faut aussi réconcilier ce rythme rapide, des technologies rapides, avec l'adoption rapide. On a besoin de maintenir nos systèmes à jour avec beaucoup de technologies. Encore une fois, c'est essentiel pour avoir les systèmes toujours actifs et avec les technologies de certification. De notre expérience, ce qu'on fait, c'est qu'on adopte avec une approche basée sur l'innovation. On travaille avec les universités, avec les industries, le gouvernement, où tous ensemble, on essaye de travailler étroitement ou le plus proche possible pour essayer d'interagir et échanger autour de ces questions d'innovation avec l'université, avec les chercheurs qui créent de nouvelles technologies, de nouveaux produits, avec l'industrie aussi pour pouvoir concrétiser ces innovations au niveau industriel, et ensuite le gouvernement pour pouvoir contrôler et voir qui a le droit pour être sûr que tous les critères soient bien remplis. Donc ça, c'est ce qu'on essaierait de faire, mais de manière pratique, c'est très complexe, bien sûr, puisque il faut prendre en compte ce qui a déjà été dit par rapport aux critères et à la chaîne d'approvisionnement et aux procédures d'approvisionnement, puisqu'on est loin d'avoir cette agilité dont on aurait besoin pour accélérer. Le plus gros fournisseur américain de technologie disait que pour le moment, la durée la plus longue, c'est 6 mois.
Donc il faut prendre en compte cette durée de 6 mois sans chaîne d'approvisionnement dans notre calendrier, c'est assez difficile. Donc il nous faut travailler plus proche dès le départ, dès la phase de conception, les uns avec les autres, pour que chacun puisse apporter quelque chose sur la table et partager nos connaissances et être ouvert pour accepter sur la table les contributions des start-up, des PME, des nouveaux contributeurs technologiques, pour que l'on puisse créer différentes étapes de produits et différentes étapes de maturité. Et c'est dès les recherches et développements, puisque c'est le meilleur moyen pour garder l'interaction tout le long de l'évolution du projet. Plutôt qu'avec le système classique de cascade, avec un calendrier très long, avec une durée de livraison qui est impossible, bien trop longue. Pour moi, c'est vraiment urgent. La technologie est là, il faut couvrir cet écart en prenant en compte comment on pourrait gérer ce type d'approche avec les universités, les gouvernements. Pour moi, ce serait vraiment essentiel, en tout cas au niveau européen, de sortir de cette approche nationale, en prenant en compte, bien sûr, les activités de l'OTAN. Mais en Europe aussi, on a besoin de cela. Et dernier point, concernant les capacités pour ces activités de fabrication ou d'achat, pour la partie ingénierie, il nous faut, pour prendre la décision si on doit fabriquer ou si on doit acheter, il faut appliquer les principes de base. On ne veut pas réinventer la roue. Donc, s'il y a quelque chose qui est déjà prêt, que je peux utiliser, eh bien, faisons-le. Mais il faut prendre en compte dans la tech qu'il faut aussi garder cette capacité de créer notre propre technologie. Parce que oui, le développement de technologie, c'est ce qui nous permet de maintenir la souveraineté locale, nationale, européenne. Donc il faut pouvoir trouver cet équilibre entre la fabrication et l'achat. Alors oui, on a la possibilité de développer dans le champ de la cybersécurité, c'est essentiel, puisque il s'agit de capacités vraiment distinctes qu'il faut maintenir en vie en matière de défense. Il faut augmenter le taux d'adoption aussi de normes sur les open source. Pour moi, c'est essentiel, puisque ce serait une valeur ajoutée en prenant en compte le cloud. On sait très bien quelle est la situation sur ce point, et le open source est vraiment révolutionnaire sur ce fil. Au niveau européen, c'est vraiment un facteur de distinction, puisque ça nous permet de mettre en place un système open source. Et dans notre domaine de la défense, on doit rassembler ces OpenStack dans les programmes de certification et d'accréditation et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors, juste pour conclure, il est essentiel pour moi de vous partager un exemple. On a développé la stratégie 03 de Zero Trust. Nous avons créé une architecture avec une approche, une architecture basée sur les capacités européennes de Zero Trust. Donc, il faut vraiment établir avec qui on veut collaborer sur l'écosystème européen, qui aurait une architecture de Zero Trust. Donc oui, sur ce domaine particulier, on doit faire face à des géants de la technologie qui viennent d'outre-Atlantique. C'est essentiel. Mais au final, je pense qu'on a les capacités en Europe, on a les compétences, on peut travailler ensemble sur ce point, avec cet exemple du cloud. Voilà, je n'ai pas voulu parler d'IA, parce que sinon il nous faudra encore 1 heure.
Mais voilà, on a besoin de temps pour les questions. Merci beaucoup. En effet, on n'a plus beaucoup de temps. Je vais quand même poser une question, et si jamais dans la salle vous avez une ou deux questions brûlantes et que l'intervenant suivant n'est pas arrivé, on en profitera pour passer le micro à la salle. Nous avons beaucoup parlé de valorisation des données. J'ai évoqué également le fait qu'il y a une sorte d'assurance vie collective qui existe, qui est l'OTAN, et il y a ce besoin, comme on dit dans le domaine de la défense, d'être capable de fight tonight. C'est-à-dire, on doit être capable, quoi qu'il se passe, d'agir immédiatement. Ce qui amène à être confronté à un certain nombre de défis, ou relever des défis, être confronté à un certain nombre d'obstacles, certains d'entre eux étant qu'avons-nous sur étagère éventuellement immédiatement. Et je vais me tourner un peu vers le général Rainer Beck pour avoir son sentiment là-dessus. Comment est-ce que l'on fait pour réconcilier ce besoin d'avoir quelque chose qui répond aux besoins du commandement, c'est-à-dire valorisation des données, capacité à décider, capacité à commander, tout en ayant une forme de souveraineté, et ça sera en quelques mots. Et là, je demanderai à Fathia et à Vincent de dire comment est-ce qu'en France, nous, on aborde éventuellement ce sujet. Et ce sera vraiment en quelques mots. Merci par avance. Okay, I hope you have some time because J'espère que vous avez un peu de temps car j'ai un discours de 30 minutes. Je vais essayer d'être bref. Je pense que tout le monde, dans le cadre de l'Europe et de l'OTAN, plus on va vers l'Est, il y a ce sentiment d'urgence, un sentiment d'urgence. Il faut absolument que nous entreprenions les choses de manière urgente. Nous avons un dilemme. Jusqu'en 2022, je dirais, nous avions beaucoup de temps, mais pas beaucoup d'argent. Donc nous pouvions gérer les systèmes de procurement. Mais maintenant, nous avons beaucoup d'argent, mais pas beaucoup de temps. Mais nous avons le même processus de procuration. Donc il faut que nous puissions résoudre ces problèmes d'après ce processus. Sinon, cela ne fonctionnera pas. Donc le pays qui ne fait pas cela, c'est la Russie et l'Ukraine. Et c'est pourquoi ils sont plus rapides à développer les choses. Donc la question est de savoir, et donc comment faire. Marco disait cela plus tôt. Il s'agit de prendre des risques. Donc si une entreprise française, une entreprise italienne développe quelque chose en France, il faut accréditer la technologie et vérifier que cela puisse répondre aux besoins spécifiques français. Mais il faut que nous puissions transférer cela à l'OTAN. Mais l'OTAN va vérifier cela, pour vérifier que l'accréditation française puisse être appropriée pour l'OTAN. Mais ceci est vraiment nul. Ce n'est pas assez rapide. Donc s'il y a une entreprise allemande, une entreprise italienne, ou quelle qu'elle soit, qui nous dit ceci est adapté à nos besoins et conforme à ce que nous avons besoin, et cela est valable pour l'accréditation de la sécurité. Lorsque nous parlons de systèmes que nous intégrons, il faut que nous ayons une standardisation et à nouveau cette notion de confiance qui est cruciale. Et j'avais beaucoup aimé le point soulevé par Alessandro plus tôt, c'est la confiance dans les entreprises également. Si je pouvais décider, par exemple pour l'Allemagne, pour l'OTAN, je dirais que vous n'utilisez pas l'open source, interfaces. Il faut que nous ayons cette interface. Il faut optimiser les logiciels et il y a un certain niveau de confiance qui doit être atteint afin que les entreprises qui vendent ces produits-là puissent être conformes, car nous ne pouvons jamais le faire seuls. Leonardo ne sera pas en mesure de défendre pour l'Europe seul, mais ensemble nous pouvons le faire. Mais il faut que nous ayons une confiance garantie. Donc voilà ma réponse à votre question, cette notion de confiance essentielle.
Non, je vais être rapide, mais je rejoins effectivement le constat sur le fait qu'il faut accélérer tout simplement et donc on change un petit peu nos processus d'acquisition. Donc on le voit dans la crise au Moyen-Orient en ce moment, ça a fait un petit peu l'objet d'articles de presse, mais notamment sur la lutte anti-drone, les intercepteurs de drones, l'adaptation très rapide de moyens qui existent aujourd'hui. On parle bien de Fight Tonight, pour, par exemple, monter du canon sur du Tigre pour pouvoir s'occuper des drones. Et ça, en fait, on a fait des adaptations et des acquisitions sur étagère, très rapides, dans ce contexte-là. Voilà. Donc les choses changent, effectivement. C'est bien ça qu'on veut mettre en place et généraliser d'une forme de révolution des affaires capacitaires, comme on dit, chez nous. Et c'est, alors, bon, là, je viens de parler de manière assez générale, et puis dans le numérique en particulier, c'est aussi ce qu'on fait avec des task force pour aller très très vite sur des développements, mais là je vais peut-être laisser la parole pour pouvoir enchaîner. Effectivement, ce que j'ai pas précisé dans le rôle parmi les rôles de l'opérateur commissariat numérique de défense, il y a aussi celui d'être la centrale d'achat du numérique pour la défense. Et donc la politique d'achat du ministère des Armées, elle vise aussi à satisfaire deux questions importantes qu'on a abordées dans cette table ronde. C'est une capacité d'autonomie et d'action à travers ce qu'on appelle la souveraineté numérique. Je dirais un peu, si on a deux minutes pour en parler, ça c'est la première chose, tout en maintenant l'interopérabilité avec nos alliés. Et c'est les deux exigences majeures. Ça se traduit comment? Donc ça, c'est vraiment une chance qu'on soit une centrale d'achat pour tout le numérique de défense, parce que ça nous permet justement de déployer une politique qui permet de choisir des solutions qui ne sont pas soumises aux réglementations extraterritoriales. Ça nous met en obligation de fournir et d'être en capacité de remplacer des systèmes numériques par des solutions alternatives qui sont plus propices à notre protection. Et enfin, on se met en situation de maîtriser des technologies clés, soit par le recours à des entreprises françaises, européennes, ça c'est une première manière de faire, mais il y a aussi parfois des solutions étatiques qu'on développe en propre, parce que, alors on le disait tout à l'heure, oui, il y a la confiance dans les entreprises, et c'est vrai, c'est nécessaire, mais il n'empêche que c'est une entité externe, voilà, et donc il y a une transaction quand même à opérer, voilà, donc un ensemble de moyens de répondre à ces exigences de souveraineté qui sont intégrés dans la politique d'achat du numérique de défense. On est vraiment obligé d'arrêter là parce que je suis un très mauvais maître du temps. Alors, ce que je vous demande néanmoins, c'est de bien vouloir applaudir, féliciter nos panélistes qui sont prêtés à l'exercice. Et je laisse Tariq Krim s'installer au pupitre avec son ordinateur pour les closing remarks. Mesdames, messieurs,